nécessairement avoir l'organisation de la méthode. Et enfin, il faut avoir la persévérance. Persévérance dans le but, et puis de l'ouvrage, et persévérance dans le temps. Donc, c'est constant. Alors, notre ami Mokotou est arrivé effectivement à remplir toutes ces conditions. Cela ne suffira pas de lui, parce que aux conditions économiques de 35 ans, je l'ai connu dans le mouvement étudiant, je l'ai connu dans le mouvement étudiant, militant de l'UDEM, de la démocratie de la Sénégal. Je vais parler de le contrôle de la thérapie, également l'intelligence du mouvement étudiant, et également le premier ministre de l'Institut qui a été théorisé tout cela. Donc, c'est un homme de conditions, un homme d'engagement. Un militant des politiques qui a, on l'a dit tout à l'heure, fait une brillante carrière dans l'administration, aussi bien au niveau central que au niveau territorial. Alors, donc, cela lui a permis, ce parti-là, d'avoir toutes les ressources intellectuelles nécessaires pour pouvoir produire cet ouvrage que nous allons vous présenter. Alors, le contenu du ouvrage est structuré en trois grandes parties. C'est parti en deux parties. La première partie porte sur les généralités sur les techniques d'aménagement des compétences, des concentrations et des décentralisations. La deuxième partie porte sur l'administration de l'État à l'échelon central. Et la troisième partie, naturellement, porte sur l'administration de l'État à l'échelon des concentrations. Ces trois parties sont introduites par une brève entrée en matière, une introduction qui a même en fait valeur de grande partie. Alors pourquoi? Parce que dans l'introduction, Mokotou fait un bref rappel de la volonté des autorités du Sénégal dès l'accession à l'indépendance de mettre un niveau progressivement de construire une administration capable de porter le pays. Et pour le démontrer, dès l'entame de l'introduction, nous présente une citation du président Mobutu, président du Conseil, en septembre 1960, qui disait ceci: mon intention est de ne pas changer grand-chose au schéma actuel, jusqu'à ce que la commission qui nous de désigner la réforme des structures administratives centrales ait achevé ses travaux. Alors, vous pourrez adapter les structures gouvernementales au contours des organismes territoriales. Voilà. Alors, dans cette citation, dans le Mokotou a eu vraiment la bénédiction de commencer par cette citation. En fait, il s'agit de l'énoncé de politique publique. Une politique publique qui porte sur la réforme des structures administratives. Mais au-delà de ça, l'énoncé est une approche de la méthode. Voyez, il dit nous allons continuer avec le schéma actuel. C'est la sagesse parce qu'il vient de faire le pouvoir. Il ne peut pas poursuivre, bousculer l'existant. Mais en même temps, il dit nous avons mis en place une commission jamais de faire des réflexions sur les réformes. Une fois que ce travail sera terminé, nous allons procéder aux réformes envisagées. Vous voyez, les premières autorités de ce pays avaient une haute conscience de l'organisation de l'État. Ce qui a permis à l'origine de la création du bureau d'organisation. Alors, dans les conditions, Mokotou fait également des
une saisie correcte du contenu du ouvrage. Ensuite, il enchaîne en faisant une énumération des étapes manquantes du processus de construction de notre administration, conformément à la volonté exprimée par le président militaire. Ensuite, dans l'instruction, il fait une présentation des caractéristiques de l'administration. Vous le rappelez, il s'agit de la subordination de l'administration au pouvoir politique, dans une subordination liée à l'intérêt, de l'état de droit, de la transformation de l'orientation permanente de l'administration, du principe de l'unité, de la tendance à l'accroissement des services et de la superposition de l'administration d'État et des administrations décentralisées. Ce qui constitue chez nous une complexité qui rend difficile parfois la compréhension de notre organisation et de fonctionnement. Alors, donc vous voyez que c'est une institution qui a traversé partie de la base. Alors, ensuite maintenant, nous avons très rapidement les trois grandes parties. La première partie, je l'ai dit tantôt, porte sur les généralités sur les techniques d'aménagement des compétences. À ce niveau, je vais parler de la déconcentration et de la décentralisation. Deux modalités importantes de l'aménagement du pouvoir de la République. C'est ça, la déconcentration. Il présente ces deux formes, la déconcentration verticale et la déconcentration horizontale. Il parle également de ces instruments juridiques, n'est-ce pas? Les différentes formes de délégation d'initiative, délégation de compétences, et les conditions de validité de ces délégations. Et ce point est très important. Il a insisté là-dessus parce qu'on ne peut pas justement mettre en œuvre ces formes de délégation tant que les conditions ne sont pas là. Il a dit l'intelligence et la pertinence n'est pas décidée de manière très claire. Pour l'histoire, en 2013, une circulaire du Premier ministre demandant à tous les ministres de faire des délégations à nos collaborateurs aux autorités administratives n'a pas pu être exécuté dans les mêmes conditions justement parce que les conditions de validité n'étaient pas liées. Donc, je crois que ça a été très pertinent pour comprendre. Ensuite, il a parlé de la décentralisation. Là également, il a décrit les différentes formes de décentralisation territoriale et technique et l'encadrement de la décentralisation en pointant d'une part la tutelle et d'autre part le point de la réalité. Alors, ce qu'il faut saluer, n'est-ce pas, à cette partie, c'est le soin qu'il a pris pour la clarification des élections, sans pour autant entrer dans des questions qui s'avancent, ni évoquer les contraintes et condamnations qui doivent être évoquées. La deuxième partie de l'ouvrage porte sur l'administration de l'État à l'échelon central. Alors là, d'emblée, il y a une distinction entre les deux grandes composantes de l'administration à l'échelon central. D'abord, les organes à caractère politique et ensuite les structures administratives centrales. En vérité, ces deux composantes font une seule composante parce que les autorités politiques s'adossent sur les structures administratives pour exécuter nos fonctions. Et là, la pertinence, n'est-ce pas, l'idée pertinente consistant à aller distinguer pour des raisons exclusivement de la vie. Alors, ces autorités de l'administration centrale, c'est le président de la République, c'est le ministre. Il a eu la patience de développer pour chacune de ces autorités quelles sont ses fonctions, quelles sont les missions. En particulier, en parlant du président de la République, il a évoqué les deux modalités, n'est-ce pas, pour aborder justement l'exercice de ces fonctions. Dans un premier temps, il a
dans le cas du monocéphalie, une situation où il y a un seul exécutif à la tête de l'État. Nous avons vécu, comme vous le savez, 3 fois cette situation. En 73, 70, 83, 91 et 2019. Et ensuite, il a abordé en évoquant le cas du bicéphale. Alors là, nous avons l'instruction de l'Église, chaque gouvernement a posé une question. Alors, ce qu'il faut noter ici, pour ça être un point important, c'est le développement fonctionnel justement de cette équipe. Premièrement, et deuxièmement, le point important, c'est la compréhension que nous avons du bicéphalisme, la réalité du bicéphalisme. En vérité, ici, c'est le terme et la réalité d'une technique de division du travail entre le président et le ministre, car justement, ce bicéphalisme ne met pas en cause le caractère de l'université. Alors, s'agissant du Premier ministre, il a rappelé ses pouvoirs. En ce qui concerne les ministres, il a fait, et là, vous pouvez oublier, la liste des différentes catégories. Ministre d'État, ministre délégué, secrétaire d'État, ministre auprès du ministre. Nous avons vu, cette forme, qui aujourd'hui a disparu à l'administration. Alors, en ce qui concerne les ministres, il a également évoqué les pouvoirs des ministres qui, en général, se répartissent entre le pouvoir de décision et le pouvoir de gestion. Alors, je crois qu'il faut saluer également la clarification qu'il a apportée sur les types et les appellations de ministres, ainsi que leur signification. Parce que, de temps en temps, il y a des confusions qui sont faites à ce niveau-là. Ensuite, il a établi les relations, il a expliqué les relations qui existent entre les ministres et les ministres délégués, et entre les ministres et les secrétaires d'État. Cela est important parce que nous avons connu, dans l'expérience de l'administration européenne, des difficultés, n'est-ce pas, sur les relations entre ces ministres. Ensuite, Mokodu a fait un développement sur les instances de coordination de l'administration. Le conseil des ministres, il a évoqué, le conseil présidentiel, les réunions et les conseils interministériels. À ce niveau, il a fait de fortes recommandations pour une meilleure coordination de l'action administrative à travers la planification du travail gouvernemental et l'optimisation des enjeux de coordination. La deuxième composante de l'administration centrale porte sur les structures. Il s'agit des services du président de la République, la présidence de la République, des services du Premier ministre, des services centraux des ministres, des organes de contrôle, d'inspection et de conseil, et des institutions et organes de consultation. Sur les services centraux, il a fait une description vraiment détaillée sur l'organisation, en faisant de temps en temps des rappels historiques sur l'évolution de ces différentes, sans oublier à chaque fois de rappeler la base juridique, n'est-ce pas, qui se trouve qui trouve le fondement de la création de ce. Alors, ici, j'ai retenu 3 points d'attention. Il a fait un traitement particulier sur les faits techniques, leur évolution, les attributions, leur composition et leur organisation. C'est très important parce que le cas de l'exercice, c'est fondamental. Ensuite, il a fait une présentation des principales dispositions des textes de base sur l'organisation de l'administration centrale. Et enfin, il a parlé du rôle respectif du secteur général et du développement. C'est très très important parce que justement, dans le passé aussi, nous avons eu des difficultés dans la cohabitation de ces deux. Il a fait un large exposé sur les corps et organes de contrôle. La présence de l'hygiène, le contrôle financier, les inspections internes, la Cour des comptes, et pour chaque structure
Il a fait des développements sur les compétences, sur l'organisation et sur le monde. Et là, un point d'attention important, il s'est interrogé sur l'efficacité du contrôle et a formulé des recommandations très fortes pour la rationalisation des choses. Alors, il a fait également le même travail sur les instructions relatives de consultation et de conseil. Le conseil public et social, l'Assemblée générale consultative de la Cour suprême, le bureau d'organisation et méthode. Et pour chacune de ces structures, il a fait des développements sur les compétences, sur l'organisation. Il a terminé cette partie en abordant les nouvelles tendances de l'administration, en parlant des projets et programmes, des administrations de mission et des autorités administratives. Et il a terminé finalement en évoquant les nouveaux dysfonctionnements qui sont apparus avec la mise en œuvre et la conclusion cette partie en demandant véritablement qu'on poursuive la transformation qui a été déjà entamée et qui aujourd'hui constitue un défi majeur pour les États qui faire les transformations organisatrices afin de mener la transition. Troisième et dernière partie, de l'organisation de l'administration à l'échelon déconcentré. Alors là, il fait le rappel et l'entendre de ce chapitre en évoquant le principe générateur de l'échelon déconcentré. Il dit, explicitement, que ce dernier est un prolongement de l'échelon central sur une portion du territoire national. Il évoque également la page juridique, n'est-ce pas, de il rappelle un deuxième principe, l'existence de services extérieurs du ministère. Nous appelons des services extérieurs. Et là, il montre véritablement le nombre important de ces services et leur diversité, ce qui lui permet de poser. Et un autre principe, la nécessité de la coordination du contrôle du public. Elle rappelle que justement, pour arriver à cela, il faut apporter une réponse. Et il convoque ici le professeur Coquel, qui a proposé deux formules justement pour assurer la coordination de ces différentes situations. La première formule, c'est la formule des structures parallèles, où nous avons une autorité ministérielle qui intervient directement au niveau des services déconcentrés, de manière verticale sur la base des relations hiérarchiques, mais sans coordination à la base. La deuxième formule, c'est une structure en série qui permet à une autorité administrative d'être la seule interlocutrice de l'autorité ministérielle. Alors donc, il rappelle que le Sénégal a finalement opté pour ce deuxième formule, et c'est la raison pour laquelle nous avons à la tête de nos circonscriptions administratives des chefs de circonscription. Là également, il a généreusement fait des développements sur le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, les chefs de village et les adjoints, n'est-ce pas, sur le plan des attributions, sur le plan de la nomination, sur le plan de leur statut, sans oublier véritablement de parler de relations publiques à territoire. Enfin, il a évoqué les instances de consultation publique, le CRT, le CND, le CRT, avant de finir avec la charte de la consultation qu'il présente comme une puissante instrument qui doit pouvoir, si elle est mise en œuvre dans de bonnes conditions, transformer le domaine capital de notre administration. Donc voilà en gros le contenu de l'ouvrage de notre ami Moko. En conclusion, je dirais simplement que c'est un livre-là, pour ne pas dire plus, dans la littérature administrative du Sénégal. Du point de vue non seulement de l'étendue des champs ouverts, parce que nous avons des écrits, nous avons des ouvrages, mais je n'ai pas connaissance de l'ouvrage qui a parlé aussi largement des différents aspects du livre de Moko.
Ensuite, c'est une livre qui est très riche en termes d'informations sur les structures de l'administration, sur les ressources humaines, sur les ressources financières des pays. Il a donné même des éléments de statistiques très très importants et qui donnent une bonne visibilité sur l'administration d'État. Ensuite, c'est un livre didactique. Il a utilisé aussi très simple, très direct. Le plan qu'il a proposé est un plan cohérent et malgré. Il a utilisé un plan synthétique et c'est un livre qui est de lecture à faire. En fait, c'est un livre utile pour l'État dans l'État, les élèves et les étudiants, les enseignants chercheurs, les partenaires de l'administration, tout ça soit de sécurité, la société civile et les partenaires publics. En fait, c'est un livre à améliorer, bien entendu, pour la prochaine édition, pour les prochaines publications, par l'approfondissement de l'analyse diagnostique de l'administration de l'État, par l'analyse des réformes, en termes de la formation, de l'examen, de suivi d'évaluation et de résultats. On va identifier, n'est-ce pas, quels sont les difficultés, quelles sont les causes de l'échec de la plupart de nos réformes. Il doit également être amélioré dans l'affinement des recommandations, en insistant un petit peu sur les positions des examens. Ensuite, il doit pouvoir être également amélioré sur l'importance et le rôle de la digitalisation dans la transformation. Voilà donc quelques éléments d'amélioration susceptibles d'être plus en compte dans les prochaines émissions. Vivement donc pour la chaîne pour la prochaine émission. Je vous remercie de votre attention.